retrouver une nouvelle fois dans le mag sur School TV. Aujourd'hui, on fait nos valises direction l'école du monde, le Venezuela. Voici le sommaire. Gros plan sur le système éducatif vénézuélien. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les particularités de l'école au Venezuela? Cécilia Brio vous dit tout au début de cette émission. Le Venezuela a dû faire face à la crise économique et à la crise sanitaire et ça n'a pas été sans impact sur le système scolaire. Vous le verrez. Et puis quel avenir pour ce pays d'Amérique du Sud? Quelles sont les perspectives? Élément de réponse avec notre invitée. Elle est en plateau avec nous. Bonjour Sofia Zambrano Alvarez. Vous êtes ancienne élève vénézuélienne. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, bonjour. Et tout de suite, voici la loupe de Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Irina. Alors à quoi ressemble le système éducatif vénézuélien? Eh bien l'éducation au Venezuela est gratuite et obligatoire de 6 à 15 ans. Alors au sein de ce système éducatif, il y a 4 niveaux. L'enseignement préscolaire, l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Alors il faut savoir que l'enseignement, les cours au Venezuela sont dispensés en espagnol, qui est la langue nationale. En 1999, lors de l'ascension au pouvoir de Hugo Chavez, qui est devenu président, il a entrepris une grande réforme de l'enseignement qui a entraîné de nombreux changements pour le monde de l'éducation. Par exemple, la suppression des droits d'inscription dans les écoles publiques et le lancement d'un programme pilote destiné aux enfants défavorisés. Et les élèves ont aussi une particularité au Venezuela? Oui, tout à fait, Irina. Alors, dans les écoles, les élèves portent un uniforme qui se compose de chaussures noires, d'un pantalon sombre et d'un polo dont la couleur correspond au cycle scolaire, donc que ce soit la primaire ou la maternelle par exemple. Chaque école a son logo sur le polo. Et alors, dernière particularité, Irina, contrairement à la France, les élèves doivent aussi chanter l'hymne national chaque matin. Et quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés les enfants au Venezuela? Eh bien, depuis 2014, le Venezuela subit une grave crise économique qui impacte directement l'école. Et alors, l'arrivée de la pandémie n'a rien arrangé puisque ça a lourdement fragilisé l'enseignement public. Il faut dire également que les coupures d'électricité et d'eau sont fréquentes, ce qui ne permet pas d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Il y a également un manque de matériel. D'ailleurs, pendant la pandémie, il a été très difficile pour les élèves de suivre leur scolarité et de suivre leur scolarité en ligne puisque il y avait un accès très compliqué à l'Internet. Depuis, alors la situation, elle s'est quand même améliorée avec l'arrivée d'entreprises privées qui fournissent la fibre, mais cette offre reste extrêmement chère. Une situation dramatique d'ailleurs, puisque l'ONG Humanium rappelle qu'au Venezuela, il y a un enfant sur 10 qui n'est toujours pas scolarisé. Et au Venezuela, il y a un manque également d'enseignants. Oui, tout à fait, Irina. En 2019, il y a 40% des professeurs qui étaient absents. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils faisaient la queue pour se nourrir et pour tenter de subvenir à leurs besoins. Alors au Venezuela, il y a également 6 professeurs sur 10 qui ont arrêté l'enseignement pour tout simplement changer de métier, selon une enquête qui a été réalisée en mars 2021 par le syndicat vénézuélien des enseignants. Il y a également ceux qui sont nombreux à avoir démissionné. Il faut dire qu'ils sont payés, écoutez, pas moins de 20 € par mois en début de carrière, qu'ils donnent cours sans matériel ni même électricité. Et alors, pour défendre leurs conditions de travail, les enseignants du primaire, du secondaire et de l'université ont donc été très nombreux à manifester. Merci beaucoup Cécilia, on creuse tout ça dans l'expression orale. L'expression orale avec notre invitée, Sofia Zambrano Alvarez, ancienne élève vénézuélienne. Justement, Sofia, quel souvenir gardez-vous de votre scolarité au Venezuela? Très similaire à ce qu'on vient de dire, on vient d'entendre. Moi, je racontais tout à l'heure que j'ai eu la chance de faire un parcours dans les écoles privées toute ma vie. D'accord. Donc c'était assez différent. Il y avait moins de manque des professeurs, par exemple. On avait toujours le cursus assez complet, assez couvert. Par contre, c'est vrai qu'on avait quand même des coupures d'électricité. Même dans les écoles privées? Oui. Parce que c'est très difficile à y avoir accès à des alternatives en fait, pour fournir de l'électricité à toute une école quand il y a des coupures. Des manques d'eau aussi.
très souvent. Et des autres souvenirs que je peux avoir, c'est concernant les programmes, par exemple. Moi, j'ai commencé l'école, moi, déjà, je suis née en 1999, donc quand Chavez a gagné les élections. Et je pense que j'ai pu bien voir tous les changements qui ont été faits au cours de son mandat, de ses plusieurs mandats, concernant l'éducation. Vous dites que Hugo Chavez en a fait beaucoup pour l'école au Venezuela? Non, tout le contraire. Tout le contraire? Oui, je dirais que, il y a beaucoup de changements en tout cas que j'ai ressentis, surtout au niveau du programme scolaire, c'est-à-dire ce qu'on devait apprendre. Des parties de l'histoire qui ont été un peu changées sur les livres de textes, des livres de textes qui ont été interdits. Et puis surtout, beaucoup de militarisation dans ce qu'on apprend. Donc, on avait de l'enseignement militaire, arrivé aux 14-15 ans. On avait un militaire qui venait nous voir, nous montrer comment font les militaires. Puisque c'est vrai qu'on a un pays assez militarisé, donc même, je pense que tout à l'heure tu parlais de l'uniforme et tout ça. C'est vrai que quand on l'entend dit par quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire que on est tous uniformés. Pendant toute leur scolarité, les enfants portent l'uniforme, c'est ça? Partout dans le privé et le public. Et qui gère les écoles au Venezuela? Alors justement, pendant les années 90, je dirais, il a commencé à avoir des idées de réforme pour que les scolarisations soient moins centralisées. C'est-à-dire pour qu'il y ait moins d'intervention du gouvernement central dans les programmes, dans les normes, dans le fonctionnement et la gestion générale des écoles. Mais quand Chavez est arrivé au pouvoir, il a justement centralisé davantage l'enseignement général. Il a aussi intervenu dans des écoles privées, par exemple comme la mienne, comme celle de mes amis aussi. Là où, par exemple, les écoles privées restent des entreprises privées, donc normalement, il n'y aurait pas lieu pour l'intervention de l'État. Cependant, c'était le cas, notamment avec l'intervention de toute la partie militaire et d'autres petites règles dans le changement du programme. Et comment se structure l'école au Venezuela? Est-ce qu'elle ressemble à la France, c'est-à-dire l'école maternelle, élémentaire, le collège et le lycée? Il y a ça également au Venezuela? Alors, il n'y a pas de collège et lycée. Il y a le lycée. C'est à partir à la fin de ce qui est l'école primaire en France, jusqu'à la fin du bac. On n'a pas de bac aussi, on n'a pas d'examen final. Donc, on obtient le... Vous n'avez jamais d'examen durant votre scolarité? Si, mais on n'a pas l'examen final pour obtenir le bac. Vous n'avez pas de certificat? Et on a le certificat, mais c'est un examen. D'accord, très bien. Et concernant le rythme scolaire? Alors, déjà, c'est différent parce qu'on a cours... Il n'y a que des écoles très particulières où les cours vont aller jusqu'à l'après-midi. Sinon, c'est vraiment jusqu'à midi, 13h. Ce qui est assez pratique puisque avec tous les manques d'eau et d'électricité et parfois des professeurs, on n'a pas forcément du temps ou l'infrastructure pour continuer à avoir d'autres activités avec l'activité basique que les écoles peuvent proposer. Et voilà, c'est jusqu'à 13h, ça c'est différent, ça m'a choqué quand j'étais arrivée en France. C'est sûr que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et vous aviez le temps l'après-midi pour vous consacrer à un sport en particulier peut-être? Oui, après tout ça c'est privé. Donc c'est là où rentre tout le débat et toute la problématique du fait que le moins on a l'accès à l'éducation privée, le plus on est exposé à rentrer dans la délinquance ou dans des milieux qui empêchent le développement d'un enfant, par exemple. Et la crise sanitaire a été très compliquée, j'imagine. Comment le Covid a-t-il impacté la scolarité des élèves? Alors, la scolarité, elle était déjà impactée. Je pense que c'est très important d'appuyer sur le fait que... Avant le Covid, il y avait la crise économique. Oui, ça n'allait pas, même avant le Covid. Donc, c'est pas au Covid de dire... Enfin, c'est pas au Covid de la faute. Oui, voilà. Mais c'est vrai que avec le Covid, ça a été plus compliqué d'adapter l'éducation. Et notamment en Europe, par exemple, moi j'étais en Europe déjà quand il y avait l'époque du Covid. Et ça a été beaucoup plus facile, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus d'accès à la technologie, de suivre des cours en distanciel. Au Venezuela, ce n'est pas le cas. Je n'aurai pas les chiffres concernant l'accès à l'Internet et même à l'équipement technologique. Mais de mes souvenirs, ce n'est pas extrêmement répandu non plus. Donc j'aurais du mal à imaginer que ça s'est bien passé. J'aurais du mal
à dire qu'il n'y avait pas eu des contraintes pour les élèves. Est-ce que vous avez encore de la famille au Venezuela? Oui, mes parents, des cousins. Comment ont-ils géré la crise sanitaire? C'était pas facile. C'était beaucoup plus. Enfin, il y avait beaucoup plus de confinement. Il est arrivé tardivement le confinement puisque, pareil, les cas de Covid sont arrivés beaucoup plus tard qu'en Europe. Du fait que il y a quand même une dictature, donc c'est pas évident de bouger, enfin d'aller au Venezuela et après de voyager à l'intérieur du pays. Donc c'est arrivé un peu plus tardivement, mais ensuite c'était très strict. Le confinement était très très strict. Les masques sont utilisés aujourd'hui encore, notamment dans les institutions publiques. Donc je dirais qu'on ne peut pas encore parler du post-Covid de Venezuela. Et quand est-ce que les écoles ont réouvert au Venezuela? Elles ont été fermées pendant longtemps? Elles ont été fermées pendant longtemps. Ils sont réouverts, je pense, après 1 an et 2 ans, ou 1 an et demi à peu près. J'ai des amis qui sont à l'université, et de la famille qui sont à l'école encore au Venezuela. Et ça a été assez compliqué. Alors vous l'avez dit, avant la crise pandémie, il y avait également la crise économique. Mais est-ce que vous pensez que l'enseignement du public, il s'est effondré avec la pandémie ou ça s'est effondré bien avant? Ça s'est effondré bien avant, je dirais. Ouais. J'étais au Venezuela, alors j'ai fini ma scolarité, mon bac on va dire au Venezuela, oui. Et j'ai un grand frère qui a fait ses études universitaires au Venezuela. D'accord. Sachant que l'université au Venezuela est bien mieux conservée que l'école publique à l'éducation basique. Parce que il y a toute une histoire politique qui maintient quand même l'université. Et mon frère, par exemple, il y avait beaucoup de manifestations, donc la plupart du corps étudiant était fortement contre le gouvernement, a toujours été fortement contre le gouvernement, je dirais. Enfin, pas au début, mais vers la fin. Et donc, de ce fait, le gouvernement a essayé de contrôler les assemblées, les bureaux d'étudiants, etc. Donc, ils ont aussi été cibles de coupures d'électricité et d'eau, davantage, justement pour empiétiner l'enseignement normal et courant. Et quelle est la place aujourd'hui des écoles privées au Venezuela? Je dirais que malheureusement, c'est les écoles privées qui maintiennent le fonctionnement. Mmh. Je sais qu'au Venezuela, celui qui peut essaye que ses enfants aillent à l'école privée, parce que c'est pas forcément une garantie, mais il y a beaucoup plus de chances d'avoir un enseignement plus complet qu'à l'école publique. Je sais qu'à l'école publique, parfois il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas d'enseignants pour toutes les classes, et les élèves ont quand même à la fin de l'année leur diplôme. Et ils s'avancent dans le prochain... Justement, comment on entre dans l'école privée? Il faut avoir un certain... Il faut payer. Il faut payer, tout simplement. Il faut payer. Et Cécilia en a parlé tout à l'heure, les professeurs sont en grève. Pourquoi, selon vous? Pour tout, je pense qu'une des premières stratégies du gouvernement, c'était de s'attaquer à l'éducation, puisque c'est clair, pour moi, en tout cas, s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de démocratie. Uh-huh. Donc, parce que la démarche du gouvernement chaviste a toujours été un peu autoritaire, c'est clair que passant par l'éducation, donc le centre de création de la pensée, d'évolution de la pensée, c'est bien plus facile de contrôler les masses. Et donc, les universités ont suivi toutes, autant les privés que les publics, mais d'autant plus les publics puisque c'est directement... Donc les professeurs de l'enseignement privé font également grève? Je dirais moins, puisqu'ils sont quand même payés par des entreprises privées, donc il y a moins de manque là-dessus, mais quand même, c'est-à-dire que... Ils sont payés plus que les fameux 20 € par mois? Je dirais, je suis pas sûre, mais je dirais que ça aurait du sens en tout cas. En tout cas, dans l'école publique, il y a des grèves parce qu'il n'y a pas de... Enfin, l'université publique, pardon, parce qu'il n'y a pas de matériaux pour travailler, parce qu'ils sont payés moins de 20 €. 20 €, ça me surprend, j'aurais dit moins, mais bon. C'est fou quand même. Et puis c'est impossible, en fait. Je pense que c'est impossible de travailler si vous n'avez pas un minimum des besoins couverts. Et les profs sont-ils respectés par les élèves? Comment est perçu le professeur au Venezuela? Je pense qu'il y a beaucoup de respect envers les professeurs, du fait que justement l'école et l'université est le seul espoir qu'on peut avoir dans des pays comme le Venezuela pour s'en sortir de la crise. C'est-à-dire c'est par la formation que sainement on peut sortir de la précarité.
Donc je pense que c'est une figure assez respectée quand même. Mon expérience en France et en Europe en général, j'ai fait mes études en Espagne, je trouve qu'il y a moins de respect envers les professeurs, envers l'enseignant. Et je pense qu'au Venezuela, il y a quand même ce respect, cette admiration, justement parce qu'ils décident de continuer à travailler. Et comme on dit au Venezuela, il n'y a personne qui est preuve pour être riche. Donc c'est vraiment une passion et c'est vraiment de la dédication, en fait, pour continuer à soutenir les élèves. Quelle autre différence avez-vous remarqué entre le système scolaire européen, on va dire, et le système scolaire au Venezuela? L'uniforme, ça m'a choquée. Depuis quelques minutes, j'y pense. C'est vrai? Parce que c'est vrai que je le vois d'une perspective un peu militariste. D'autres différences peut être le fait que la cantine ici est beaucoup plus accessible. Là-bas, c'est cher. Je sais que parfois, il y a des enfants qui ne peuvent pas manger forcément pendant la journée. Ou contrairement, parce qu'il y a des réseaux d'entraide assez importants au Venezuela, il y a des étudiants, enfin des enfants qui peuvent manger qu'à l'école, puisqu'ils ont des copains ou des copines ou les profs qui leur achètent de la nourriture. Donc c'est vrai que l'éducation, même si elle est en train de... ou si elle s'effondre depuis des années, je pense que ça reste un pilier assez important pour le développement de l'enfant et l'adolescent au Venezuela. Donc on l'a dit, un manque de matériel, coupure d'eau et d'électricité, ce sont encore des problèmes aujourd'hui à l'école. Oui, bien sûr. Et près d'1 million d'enfants n'est pas scolarisé. Pour vous, quelle est la cause de cette situation? Ils doivent travailler, probablement. Pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs parents, j'imagine? Tout à fait. Même à l'école privée, j'ai eu des copines et copains qui ont dû quitter l'enseignement pour aller travailler vers les 14-15 ans. C'est principalement les besoins basiques en fait, pour aller à l'école. Si vous n'avez pas de quoi manger, si vous n'avez pas de quoi vous habiller le matin, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'aller lire Rousseau. Il y a beaucoup aussi de parents qui ont pris la fuite du Venezuela pour aller travailler dans des pays voisins. Est-ce que les étudiants doivent également partir pour pouvoir poursuivre leurs études? Bien sûr. Je pense que d'autant plus quand on est jeune, c'est-à-dire qu'une fois on a fini le bac, c'est le moment parfait pour partir, parce que c'est le moment le plus facile pour accéder à l'université. C'est beaucoup plus facile, justement, de se former ailleurs et ensuite s'insérer dans le marché de travail que finir ses études et ensuite partir à l'étranger, parce qu'il y a tout un processus de homologation des titres. Et de plus en plus, les gens savent, les pays européens par exemple, savent que l'éducation au Venezuela est empirée. Donc ils ont de plus en plus mal à reconnaître les diplômes et pour ensuite pouvoir exercer en France ou en Europe. Est-ce qu'au contraire, le Venezuela arrive à attirer des étudiants étrangers? Alors, je pense que déjà, ils ne font pas l'effort parce qu'il n'y a pas d'intérêt à que les gens viennent voir qu'est-ce qui se passe au Venezuela. Il faut savoir que les médias sont contrôlés au Venezuela. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément d'informations qui sortent hors celle qui est produite par le gouvernement. Les chaînes au Venezuela, si elles ne sont pas toutes publiques, elles sont quand même contrôlées. J'ai vu certaines radios ont été fermées. C'est ça. Même les références de la radio et de la télévision au Venezuela ont migré aussi. Alors, votre langue, c'est l'espagnol. Est-ce que vous apprenez une deuxième langue étrangère? Et c'est oui, à partir de quelle année? L'anglais. Dans ma scolarité, qui donc est privée, a été privée, c'était à partir de l'école maternelle. Je ne sais pas forcément à l'école publique. Je pense que c'est obligatoire à partir du lycée. Et quelle est la place du français à l'école au Venezuela? Il y a des écoles françaises au Venezuela. Moi, je n'ai pas fait une école française, mais je sais que, par exemple, dans la capitale, c'est des écoles assez importantes. Donc, il y a beaucoup de concurrence pour y rentrer. Là, je pense qu'il y a de la sélection. Enfin, ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer. Je dirais pas qu'on a un impact du français. Mais comment avez-vous appris le français? Vous parlez si bien. Justement, je suis venue en France la première fois quand j'avais 13 ans et je suis un peu tombée amoureuse de la langue. Donc, pour mon cadeau entre guillemets de fin d'école, j'ai décidé de faire. Mes parents m'ont offert l'opportunité de venir en France apprendre le français. C'est génial. Allez, tout de suite, voici l'info en plus avec Cécilia.
Et pour cette info, en plus, Cécilia, vous allez nous parler d'une école à Caracas où l'on apprend aux enfants à lire, à écrire, mais également à se protéger des fusillades. Oui, effectivement, Irina, la capitale du Venezuela, Caracas, est connue pour avoir l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Les règlements de compte entre gangs sont fréquents et se trouvent à proximité des écoles. Alors, pour s'en prémunir et pour préparer les élèves aux fusillades, les écoles mettent en place une fois tous les 2 mois des exercices de sécurité. Et alors, l'objectif, c'est de faire en sorte que les élèves acquièrent les bons réflexes pour rester calmes. Et comment se déroule concrètement cet exercice ? Eh bien, ces exercices sont dispensés par le Comité international de la Croix-Rouge qui intervient dans de nombreuses écoles de la capitale. L'exercice, concrètement, il dure 20 minutes. Il y a un bruit de détonation qui retentit sans prévenir. De nombreux coups de feu factices surviennent dans la classe. Alors, à ce moment-là, ce que font les élèves, c'est qu'ils doivent se jeter au sol, se couvrir la tête avec leurs mains. Et alors, s'ils sont en récréation, ils doivent ramper vers un espace de sécurité pour se mettre à l'abri, ou soit dans une classe, soit contre un mur. Cet exercice semble porter ses fruits, Irina, parce que les élèves parviennent à réagir rapidement et à se protéger. Et alors, en ce qui concerne l'un des quartiers les plus violents de Caracas, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Petare peut-être, voilà. L'Observatoire vénézuélien de la violence a recensé en 2022 un nombre de 80 morts violentes pour 100 000 habitants, ce qui correspond à 6 fois la moyenne mondiale. La criminalité, Sophia, c'est un autre problème majeur au Venezuela ? Oui, c'est très normalisé. C'est très, très normalisé. À l'arrivée en Europe, je me suis rendu compte que j'avais des réflexes... Vous avez appris à l'école, justement, à comment se comporter Non, d'ailleurs, ça m'étonne parce que moi, je suis habituée à le subir plus qu'à me préparer pour l'affronter, on va dire. Donc, je trouve ça plutôt bien. C'est très présent, c'est-à-dire... Comme je vous disais... Et pas seulement à Caracas, la capitale du Venezuela. Ah bah, à Caracas, c'est pire, effectivement. C'est vrai que c'est effectivement la ville la plus dangereuse du monde, sans un conflit en cours. Mais pareil, du fait qu'il y a tellement de... Je dirais, il y a tellement de manque dans les vies des gens. Enfin, c'est un des facteurs, je pense, qui provoque ces taux de criminalité. Vous avez déjà vécu, justement, des situations... À l'école. Oui. À l'école privée, puisque Chavez s'est chargé de faire une campagne de position entre les classes au Venezuela. Il y avait cette notion comme quoi les gens qui allaient à l'école privée étaient des riches, tous. C'est pas complètement faux, mais bon, c'est pas complètement vrai non plus. Et donc, il y avait beaucoup de braquages aux écoles. J'ai vécu ça 3 ou 4 fois, ouais, dans 2 villes différentes. Parce que Et vous aviez quel âge ? La première fois, j'avais 9 ans à peu près. Et la deuxième fois, j'avais 13, 14. Et comment on réagit face à ça ? On réagit pas, entre guillemets, on se laisse faire. On prie qu'on nous prenne juste nos affaires, mais qu'il n'y ait pas d'atteinte contre nos vies, en fait. On est assez désensibilisés par rapport à ça, je dirais. Je pense que les réactions aujourd'hui sont plutôt... Merci Dieu que c'était juste du vol et pas autre chose. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de meurtres. Justement, vous parlez de Dieu. Quelle est la place de la religion à l'école au Venezuela ? Je pense que dans la Constitution, je pense que c'est écrit que c'est une éducation laïque. D'autant plus après l'arrivée du gouvernement Chavez, parce que lui, il était socialiste. Donc il y avait, même s'il y a des éléments religieux dans le développement de la politique en Amérique latine, je pense qu'il a vraiment essayé de séparer l'Église et l'éducation, et l'Église et la politique, du fait que l'Église n'a jamais été avec lui. Donc bon. Cependant, c'est un pays extrêmement profondément catholique, très très religieux. L'éducation est laïque, mais par exemple, à la fin du bac, on a organisé une messe pour me remercier à Dieu qu'on avait eu notre bac. Selon vous, quels sont les défis pour l'école au Venezuela ? La démocratie, pour moi, il n'y a pas forcément... Il ne peut pas avoir une amélioration de système s'il n'y a pas une démocratie en place. Ou au moins
si les conditions autoritaires aujourd'hui, c'est l'axe un peu parce que c'est impossible d'avoir une vraie éducation et un vrai développement, je pense, sous l'autoritarisme. Enfin, je n'imagine pas comme... ou alors on avance vers un modèle complètement autoritariste à la Chine ou à la Russie, vers voilà, uniforme, on chante tous les jours l'hymne national. le matin et donc on produit, il y a un investissement dans l'éducation énorme, justement parce qu'on veut produire un capital humain du fait que notre économie aussi ne va pas trop bien. Donc c'est la seule façon, sans sortir de l'autoritarisme, dont je vois qu'on pourrait avancer. Ouais. Cécilia, une question ? Oui, Sophia, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour améliorer le système éducatif, pour éviter toutes ces coupures d'électricité, pour éviter les fusillades ? Je pense que c'est très compliqué. Pareil, je pense qu'on ne peut pas voir le système éducatif sans voir le tout. C'est-à-dire que les enfants, avant d'aller à l'école, ils doivent se laver, ils doivent manger. Et ça vient bien avant l'école, c'est une nécessité primaire. Et tant qu'il n'y ait pas de solution pour ces problèmes qui sont d'ailleurs systémiques, je pense qu'il n'y aura pas d'amélioration dans le système éducatif. Je pense que c'est impossible de pouvoir avoir une bonne performance à l'école et d'autant moins pour les professeurs d'aller justement faire leurs cours s'ils ne sont pas certaines nécessités basiques couvertes. Donc pour vous, vous ne voyez pas d'amélioration pour l'école dans quelques années Non, pas du tout, non. Non, malheureusement. Eh ben, on va terminer avec cette note un peu négative malheureusement, mais c'est la fin du MAG. Merci Sofia Zambrano Alvarez, ancienne élève vénézuélienne, de nous avoir partagé votre expérience et toutes les informations sur le système scolaire vénézuélien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Cécilia Brio. On se retrouve lundi. Vous retrouverez également Patrice Boisfer. Passez un bon week-end. À bientôt sur School TV.